C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous à Amphi pour tous pour parler des neutrinos. Ces neutrinos représentent un thème de recherche sur lequel mon thème principal de recherche depuis plus de 15 ans au laboratoire d'Anne Silvio de physique des particules. Et j'espère ce soir vous donner des informations sur pourquoi on appelle ça, enfin pas pourquoi, mais quelles sont ces particules qu'on appelle neutrinos. Donc, mais avant, disons, de parler un peu science ou autre chose, je veux quand même faire une petite parenthèse parce que j'ai trouvé ça amusant une fois de regarder si les neutrinos, en dehors de l'université ou des départements de recherche, on les connaissait. Effectivement, j'ai trouvé que déjà, dans certains films, on en parle et on les a comme éléments importants de l'intrigue. On a un film qui s'appelle Solaris, qui est un film russe de 1972, où en fait les neutrinos étaient les composants d'individus. Et en fait, oui, alors si on relit la phrase plus clairement, c'est des manifestations physiques du subconscient qui seraient des sortes d'individus composés de neutrinos. Alors c'est assez étonnant, c'est pas facile à comprendre. Un autre film beaucoup plus récent, un film américain assez typique, un film dit Catastrophe, qui est 2012. Et en fait, dès la deuxième minute du film, vous entendez parler déjà des neutrinos. Et en fait, ça va être l'élément principal qui va générer la catastrophe tout à fait à l'échelle américaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on voit des scientifiques aller dans une mine en Inde, une mine de cuivre, et descendre à plus de 2000 mètres profond, et aller là où ils ont situé un détecteur pour observer les neutrinos qui viennent du Soleil. Alors, rien que cette partie, mais c'est la seule, qui est réaliste dans le film. D'accord ? Donc, je saute maintenant à la suite. Donc, pour parler des neutrinos, je fais un petit préambule sur les notions de matière et de particules élémentaires, juste pour placer les choses. J'ai ici deux exemples de matière que l'on connaît bien. Alors ici, dans notre région, on connaît bien les cristaux de givre ou d'eau, composés d'eau. Et on a à droite ici une image d'une pyrite de fer, de soufre et de fer, des atomes de soufre et de fer. Alors, il faut savoir que ces deux éléments, qui sont relativement différents d'aspect et de texture, etc., en fait, sont composés derrière des mêmes éléments qui les constituent. Et c'est un assemblage d'atomes, déjà. Et dans les atomes, on a des composés d'éléments plus basiques, qui sont, les électrons, et... alors là, j'ai besoin du laser. Donc, on a des électrons qui orbitent autour d'un noyau, et le noyau, lui, est constitué de sous-éléments qu'on appelle protons et neutrons, qui sont indiqués en bleu et en rouge ici. Alors la question qui s'est posée pendant longtemps, c'est jusqu'où on peut décomposer cette matière en constituant encore plus élémentaire. Et en fait, il s'est avéré que les protons, les neutrons n'étaient pas élémentaires. À l'intérieur, il y avait d'autres objets. Et ces autres objets, ici on a une sorte de zoom, sont des objets qu'on appelle des quarks. Et on a pu étudier et comprendre que chaque proton et neutron était composé de 3 quarks. Et ces quarks viennent en deux sortes. C'est des U et des D. Bon, ça, on ne rentre pas dans le détail, c'est pas ça. Mais ce qu'on peut voir, c'est que rien que ces éléments de base, donc si on prend les deux quarks U et D et l'électron, suffisent en les assemblant d'une certaine manière et en changeant la quantité, par exemple, de protons et de neutrons pour un noyau et donc la quantité d'électrons qui tournent autour, on peut passer de matériaux qui ressemblent à de la glace ou de la pyrite de fer. Alors c'est très bien parce qu'à l'issue de ça, on peut se dire, mais les éléments qui constituent la matière, finalement, sont composés que de 3 objets. Les électrons et des quarks U et des quarks D, et c'est terminé. Et la question, c'est est-ce que ça suffit? Alors là, la réponse, c'est pas vraiment, et pas du tout même. Il faut y associer le neutrino. Et vous voyez que le neutrino, j'en ai pas parlé comme composant constituant élémentaire de la matière. Par contre, il va jouer un rôle prépondérant dans tout ce qui va concerner la transformation de la matière. Vous savez, vous avez entendu parler de radioactivité, donc de transformation par exemple d'un noyau vers un autre noyau en émettant des objets. Enfin des particules. Et ces particules, c'est des particules dites radioactives. Alors c'est dans ces processus et ces mécanismes qu'il va y avoir l'apparition de cet objet appelé neutrino. Donc il n'est pas un élément constitutif de base, mais il joue le rôle essentiel et ça a été assez compliqué et difficile de le trouver. Alors, l'autre information qui peut vous intéresser, c'est que ces neutrinos sont en fait partout, et c'est même la particule la plus abondante de l'univers. Par exemple, si je prends le Soleil, qui fonctionne pour produire de l'énergie avec un mécanisme de fusion thermonucléaire, où il y a beaucoup de transformation de matière, et ben, il va y avoir énormément de neutrinos qui vont en sortir. Et ces neutrinos, à savoir que sur chaque centimètre carré de notre peau, ici, dans la salle, par seconde, il y en a 65 milliards qui nous traversent. Donc, c'est pas petit, vous ne sentez rien,
Donc ça, c'est aussi un autre paramètre important, c'est on est très peu, enfin, le neutrino interagit très peu avec la matière. Alors il y a d'autres sources, j'en vais vous donner la liste des différentes sources. On a des neutrinos qui sont produits dans l'atmosphère, dans ce qu'on appelle des gerbes atmosphériques. Il s'agit par exemple d'avoir des particules qui viennent de l'univers, qui voyagent et qui arrivent dans l'atmosphère, arrivent dans l'atmosphère terrestre, frappent un atome, et de là va faire une cascade, va générer une cascade d'autres particules qui vont se désintégrer au cours de leur trajet et fournir d'autres neutrinos. Et là, vous voyez que la quantité est très faible, c'est 1 par centimètre carré par seconde, à savoir que juste l'énergie est quand même pas la même que celle des neutrinos du Soleil. On a aussi un autre générateur sous nos pieds, tout simplement. La Terre est en fait une sorte de réacteur nucléaire, si on veut dire, parce que nous avons des roches qui sont composées de certaines d'éléments d'uranium ou du thorium. J'ai oublié de noter le potassium. Et en fait, ces éléments qui changent au cours du temps, se transforment, émettent beaucoup de neutrinos. Et vous voyez ici que par seconde et par centimètre carré, sous nos pieds, il y en a près de 7 millions. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, ils sont vraiment partout. Mais n'influencent peu notre vie courante. Et sinon, je pense qu'on n'aurait pas évolué de la manière dont on a évolué et on est ici. Et on a d'autres neutrinos qui se trouvent dans l'univers, parce qu'on a aussi beaucoup d'étoiles. Le Soleil est une étoile, hein, donc déjà, elle produit énormément de neutrinos. On a des neutrinos qui proviennent de mécanismes assez violents, comme des explosions d'étoiles, comme on appelle les explosions de supernova, d'étoiles de supernova en fin de vie. Donc il va y avoir tout d'un coup une accrétion rapide de matière, et il va y avoir des interactions très fortes, et il va y avoir émission de beaucoup de neutrinos. J'en parlerai tout à l'heure. On a aussi un fond de neutrinos cosmiques qui viennent du temps du Big Bang original, et dans lequel il y a eu émission massive de neutrinos, et ces neutrinos voyagent dans l'univers, et il y en a à peu près 300 par centimètre cube. Donc vous prenez un petit dé, et puis vous imaginez qu'il y en a 300 dedans. Mais, alors on est littéralement baigné dans les neutrinos. Maintenant, comment on va faire pour les voir? Ça, c'est pas une facilité. Juste au sujet des explosions d'étoiles, je voulais vous parler de l'explosion d'une supernova qui a été détectée au niveau de la Terre en 1987 grâce à des détecteurs qui étaient construits pour justement être sensibles à des neutrinos. Et on a eu de la chance d'avoir cette explosion, entre guillemets, qui a eu lieu lorsque 3 des détecteurs étaient fonctionnels sur la Terre. Il s'est passé la chose suivante. Il y a une étoile située dans le grand nuage de Magellan, donc pas visible du côté hémisphère nord, mais plutôt hémisphère sud, située à 150 000 années-lumière. Hein. Donc imaginez, quand vous la regardez, en fait, ce que vous voyez comme lumière qui vous arrive dans votre œil, c'est de la lumière qui a été produite 150 000 ans auparavant et qui arrive. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Elle s'est effondrée sur elle-même en supernova. À savoir que dans le mécanisme d'effondrement, la densité de matière est telle que les protons et les électrons en fait se combinent pour former des neutrons. Et dans ce mécanisme, il y a la production de neutrinos. Alors, il y a eu ce phénomène. Et là, on a des courbes, des points expérimentaux qui montrent au cours du temps, donc l'échelle à droite, en bas, je veux dire, c'est le temps. Pendant 10 secondes, ils ont vu arriver un certain nombre de neutrinos. On peut dire plusieurs dizaines de neutrinos, alors que les détecteurs étaient extrêmement silencieux pendant des semaines, des mois. Et il y a eu cette arrivée de bouffées de neutrinos en 10 secondes. Et 2 heures plus tard, il s'est avéré que le même champ visuel montrait cette explosion optique. C'est-à-dire, dans la lumière visible, on pouvait voir l'étoile ayant explosé. Donc ça, c'était très intéressant. Et l'observation des neutrinos permet d'essayer de comprendre le mécanisme qu'il y a derrière l'explosion de l'étoile. Alors maintenant, si on regarde la même région, actuellement, vous voyez ici une prise de vue du télescope Hubble en 2010. Vous voyez en fait cette espèce d'anneau relativement joli avec un peu une sorte d'écho. Donc ça, c'est l'éclairage de la coquille qui représente la vague de choc qui a eu lieu pendant l'émission l'effondrement de la supernova. Alors, quand l'explosion a eu lieu, chaque personne sur Terre a été en fait irradiée le 23 février 1987, personne ne s'en souvient parce que je pense que personne ne l'a ressenti, par quelques milliards de neutrinos. Et ces neutrinos, eux, ont été émis 150 000 ans auparavant. Donc si on nous avait informés, on aurait pu peut-être dire, voilà, mais c'était impossible parce qu'ils voyagent à la vitesse de la lumière. Donc, autrement, sur les sources externes, on en parle beaucoup, mais chacun de nous aussi est émetteur de neutrinos. On a en nous un certain nombre de potassium. Dans notre aliment, dans notre alimentation, on consomme du potassium. On a du potassium qui fait qu'on a à peu près 4000 neutrinos par seconde qu'on émet. Donc, par jour, ça fait 340 millions si on fait le calcul et que je ne me suis pas trompé.
Voilà. Autrement, on peut faire nous-mêmes, on a des endroits où sur Terre, on sait produire des neutrinos. On a tout simplement le phénomène de fission utilisé dans les réacteurs nucléaires est propice à la production des neutrinos par le mécanisme de transmutation des noyaux, justement, qui fournit l'énergie. Et à chaque émission, il y a des neutrinos qui en sortent. Et il y en a énormément. Et on sait faire aussi des faisceaux de neutrinos. Ça, je ne rentre pas dans les détails, on pourra en discuter plus tard. Mais on avait un faisceau neutrino qui partait du CERN vers l'Italie sur 700 km. Il y a de cela, l'expérience avait commencé en 2008 et a terminé à prendre des données en 2012. Alors, en résumé, ici, je vous mets quelques courbes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça représente en fait le flux, donc la quantité de neutrinos en fonction de l'énergie de ces neutrinos. Alors les échelles sont mises sous un format qu'on appelle logarithmique, où on a en fait un pas régulier à chaque fois qu'il y a un facteur 10, et on voit en fait que les neutrinos que l'on peut observer sur Terre ou qui arrivent sur nous s'étalent sur à peu près 20 ordres de grandeur, ce qui est énorme. Ce qui veut dire aussi que les dispositifs expérimentaux qui vont servir à les observer doivent être relativement variés, avec beaucoup de choix technologiques qui doivent être ciblés en fonction du type de neutrinos que l'on veut observer. Donc, avant de rentrer dans la manière de les observer, j'aimerais montrer un petit peu quelle est l'histoire et la démarche scientifique qui a amené à comprendre, à être sûr qu'on a vu des neutrinos. Donc je reviens en fait avec la radioactivité, où on a un noyau qui, dans sa transformation, subit ce qu'on appelle une radioactivité de type bêta. Il existe 3 types de radioactivité dans la nature, alpha, bêta, gamma. Gamma, c'est comme l'émission de lumière. Alpha, c'est un noyau qui va émettre un autre noyau, dans un sens. Et on a le bêta qui correspond à un électron qui est éjecté. Alors normalement, si un noyau se transforme en un autre noyau, comme ici, hein, on s'attend à ce que l'électron emporte toute l'énergie de la différence qu'il y a entre ces deux noyaux. Et on s'attend à ce que l'énergie de l'électron soit fixe, constante. En fait, lorsque les expériences sont faites, et ici on avait des expériences faites par exemple en 1911 par Lise Meitner et Otto Hahn, ils ont observé un spectre qui était continu et pas du tout une valeur fixe pour l'électron. Et ça, c'était un gros problème. Ça a été aussi revu et mesuré plusieurs fois par Chadwick en 1914. Donc à cette époque-là, la grande question se posait, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une violation du principe fondamental en physique, je pense que là, on ne peut pas y échapper, c'est un principe que tout le monde doit maîtriser, de la conservation d'énergie. Donc des physiciens renommés comme Niels Bohr avaient déjà imaginé que ça, c'était une possibilité, ou y avait-il une autre raison? Alors là, justement, quelle aurait été l'autre raison? Alors les gens se sont grattés la tête pendant une quinzaine d'années, et puis en 1930, un physicien, Pauli, a avancé une hypothèse relativement audacieuse à l'époque, hein, vu ce que les gens pouvaient considérer comme possible ou pas possible, et il a hésité à la proposer, mais il a soumis quand même à travers une lettre, hein, juste même pas oralement, à un certain nombre de physiciens qui étaient réunis en conférence, où il a, pour essayer de comprendre ce spectre qui était continu, d'inventer une nouvelle particule neutre, donc inventer une vraie invention dans le noyau qui pourrait partager l'énergie avec l'électron. Et du coup, c'est vrai, on a deux objets qui, en fait, à chaque fois qu'il y a un changement d'un noyau vers un autre, eh ben, ils vont se partager la distribution d'énergie, et donc on ne s'attend plus à quelque chose de fixe. Et il a appelé ça lui-même remède de la dernière chance. C'est pour vous dire hein, qu'il avait même du mal à y croire. Et ceci, je peux vous le montrer de la manière suivante. En 1930, ça a été rapporté par un de ses amis, un astronome qui s'appelait Walter Baade, qui a dit que Pauli lui a expliqué qu'aujourd'hui, il avait fait quelque chose qu'aucun physicien théoricien ne devrait jamais faire dans sa vie, ça c'est à noter, prédire quelque chose qui ne pourra jamais être détecté expérimentalement. Donc voilà, il a inventé quelque chose où il était assez convaincu que de toute façon, rien ne pouvait y faire. Donc 4 ans plus tard, Enrico Fermi, un physicien italien, a développé une théorie qui permettait de décrire cette désintégration justement des noyaux en introduisant la notion du neutrino. Et lorsqu'il a soumis son article à une revue relativement connue et très connue encore actuellement qui s'appelle Nature, les rapporteurs ont envoyé la lettre suivante et surtout la phrase suivante, que l'article contenait des spéculations abstraites trop éloignées de la réalité physique pour offrir un quelconque intérêt au lecteur. Et ils ont rejeté l'article en question. Par chance, Enrico Fermi, lui, il est allé se tourner vers la revue italienne de la recherche scientifique qui n'a pas hésité, elle, à publier l'article. Alors, avec toutes ces idées, avec cette théorie,
on avait aussi des théoriciens qui se sont intéressés à calculer quelle était la probabilité qu'un neutrino pouvait interagir avec ce concept-là de cette particule neutre dans les noyaux. Et ils ont obtenu une conclusion. La conclusion est la suivante. La longueur de parcours moyen qu'un neutrino doit, disons, la distance que doit parcourir un neutrino avant d'interagir doit être en moyenne 1 année-lumière de plomb. C'est-à-dire qu'avant d'interagir, il faut que le neutrino soit capable de traverser en gros 1 année-lumière de plomb, donc une distance extrêmement importante. Et la conclusion était que l'on ne pourrait évidemment jamais voir un neutrino. Alors cela, c'était un petit peu défaitiste, je pense, mais je vais montrer qu'ils s'étaient tous un peu trompés, mais ils sont quand même à l'origine d'avoir pu d'établir une théorie derrière qui était tout à fait valable. Et il y a eu en 1956, donc notez, 26 ans après l'introduction du neutrino comme particule remède, la découverte d'un type de neutrino qui s'appelait le neutrino-électron par 2 personnes, Rines et Cowan, qui ont utilisé un réacteur, justement un réacteur nucléaire qui est une très bonne source de neutrinos, et par des astuces expérimentales, ce que je ne décris pas, ils ont pu mettre en évidence le signal qui venait de l'interaction de ces neutrinos. Et ces 2 physiciens ont été récompensés par le prix Nobel 1995, vous voyez l'échelle de temps, 40 ans plus tard, pour cette découverte. Alors, ça, c'était une première étape. Il s'est avéré qu'en fait, avant d'introduire l'idée de faire ça auprès d'un réacteur, j'aime bien en parler parce que c'est un peu oublié, le projet initial était de ne pas utiliser un réacteur, mais une explosion atomique, parce qu'on était à la fin des années, début des années 50, donc on était en plein dans les tests nucléaires, et l'idée, pour eux, tout simplement, ils disaient « Ah, ça nous fournira une super source de neutrinos, donc on va tenter d'imaginer une expérience qui pourrait être exploitable à côté d'une explosion nucléaire. » Là, je peux vous dire que ce n'était pas quand même trivial. Ils avaient un projet très audacieux, avec un détecteur imaginé de plusieurs tonnes, pour pas qu'il soit soumis à des destructions dues à des secousses sismiques ou même à l'explosion de la bombe. Ils avaient imaginé de le lâcher dans un puits au moment de l'explosion, pour qu'il soit presque libre, et être capable de mesurer les flux de neutrinos. Alors évidemment, ils ont rencontré d'autres collègues qui leur ont suggéré finalement de peut-être regarder auprès des réacteurs, et je pense que ça, c'était un peu plus astucieux. Voilà. Donc, après ça, là, 6 ans plus tard, on a découvert un second type de neutrinos, et cette fois auprès d'accélérateurs à Brookhaven. Il y a eu effectivement 3 physiciens qui se sont attachés à regarder si certaines symétries de la théorie étaient bien prouvées par l'existence de ce second type de neutrino que j'appellerais le neutrino de type muon. Je ne vais pas tout de suite en parler, mais les neutrinos sont classés par des familles, il y a 3 familles. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi on les appelle comme ça. Donc cette découverte a obtenu le prix Nobel de 1988, d'ailleurs avant celui des neutrinos-électrons, pour Lederman, Schwarz et Steinberg. Donc c'est pas terminé. 38 ans plus tard, le deuxième neutrino, découverte du neutrino de type tau, qui est en fait le 3e neutrino attendu dans le spectre des particules du modèle standard. Et ça date de 2000, donc c'est quand même pas si éloigné que ça, par une expérience au Fermilab auprès d'un accélérateur. Donc vous voyez, les échelles de temps sont relativement importantes, et mesurer des neutrinos n'est pas facile. Donc, justement, au sujet du modèle standard, ici, il y a un tableau qui représente les particules qui constituent la matière et qui sont les particules du modèle standard que nous connaissons. À gauche, vous retrouvez en fait encadré dans un cadre rouge les 3 objets qui constituent, comme je vous l'avais dit au départ, toute la matière qui nous entoure. C'est les 2 quarks UD, l'électron, et vous voyez maintenant qu'il y a le neutrino-électron qui est associé. À côté, vous avez 2 autres colonnes qui correspondent en fait à des familles totalement similaires, mais vous avez par exemple la 2e famille où en bas, au lieu d'avoir un électron, vous avez un muon, qui est en fait le frère un peu plus lourd de l'électron, et vous avez des quarks un peu plus lourds que le UD. Et à savoir que ces familles plus lourdes, on peut les produire sur accélérateur, elles ont des énergies plus élevées, les objets qui contiennent ces particules, mais la nature n'aime pas rester dans des niveaux très élevés en énergie. Ils ont tendance à redescendre dans un état fondamental, et la plupart de ces objets vont se désintégrer pour retomber sur des particules de l'état fondamental qui constituent la première famille. Et on répète ça une 3e fois, et jusqu'à présent, toutes les expériences qui ont été faites auprès des accélérateurs ont pu mettre en évidence l'existence de ces 3 familles et pas plus. Donc la 4e colonne représente juste les médiateurs des interactions fondamentales, mais je ne veux pas en parler. Et à droite, complètement, vous avez le boson de Higgs.
qui a été découvert en 2012. Et cette fois, on peut vraiment l'ajouter dans ce tableau. Il y a quelques années auparavant, quand je présentais le tableau, il n'y avait pas cette colonne à droite ici. Voilà. Donc, un petit message. On sait que maintenant, les neutrinos, il y en a 3 types, hein, on appelle des saveurs, une par famille. On sait par ailleurs, et ça, maintenant, on est assez sûr on sait que ces neutrinos ont une masse, mais très faible. C'est 1/2 millionième de la masse de l'électron, qui lui-même est déjà extrêmement faible. Donc c'est très 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 petit. Alors, ce qu'il faut retenir de ce que j'ai dit, si personne n'a pu me suivre parce que je vais trop vite ou que c'est trop complexe, j'ai juste écrit ça en 5 phrases. Les neutrinos sont les particules les plus abondantes de l'univers. Ça c'est bon, hein. J'ai pu vous convaincre, j'espère. Ils sont partout, vraiment, mais ne se manifestent pas facilement. Ça, c'est une autre caractéristique. Ils ne sont pas soumis à beaucoup de forces, ils ne respectent qu'une seule force qui s'appelle la force faible. Et je vous montre ici l'historique qui s'étale sur 70 ans, où il y a eu cette naissance théorique en 1930, mais vue comme hautement hypothétique. Après, 26 ans plus tard, la première observation expérimentale des neutrinos auprès d'un réacteur. Et enfin, en 2000, l'existence et la preuve de l'existence du troisième neutrino qui était attendu, parce que tous les éléments de la troisième famille étaient connus, sauf le neutrino tau, qui n'était pas encore observé. Voilà, donc tout ça, ça s'étale sur beaucoup d'années. L'histoire n'est pas terminée, sinon hein, je pense qu'il est un peu tôt là, oui c'est ça. Et le comportement des neutrinos va apporter à son lot de surprises, comme vous allez voir. Donc, quel dispositif pour détecter les neutrinos? Comme j'ai dit, c'est très difficile de les attraper. Et les caractéristiques principales des dispositifs, c'est d'être très massif, offrir beaucoup de matière à ces neutrinos pour qu'ils interagissent, et souvent les enfouir, les mettre dans des souterrains pour s'isoler d'un peu tout ce qui concerne des fonds qui viendraient, disons, des événements parasites qui viendraient d'autres phénomènes physiques. Alors ici, je vous montre juste des photos qui représentent des détecteurs de neutrinos. Ça, c'était dans la tranche 1970-1990. On commençait avec ce qu'on appelle des chambres à bulles, qui étaient les premiers détecteurs de traces qu'on utilisait d'ailleurs au CERN, beaucoup, Gargamel, BEPS. On avait d'autres détecteurs, comme CDHS Charm, que l'on voit ici, qui étaient en fait tout simplement des couches alternées de matériaux lourds, comme du fer, ou de l'uranium, ou du cuivre, alternées avec des détecteurs sensibles au passage des particules. Et on les voit de plus en plus gros, et vous pouvez remarquer ça, parce que vous avez à chaque fois un petit personnage qui, dans la photo, est en train d'installer quelque chose, j'ai l'impression. Vous voyez ici, là, ici, là, il s'est caché. Et puis là, ici, on a une image d'un autre détecteur qui était aux États-Unis, qui s'appelle NUTEV. Donc ça, c'était la génération jusqu'en dans les années 90. 10 ans plus tard, on a construit des monstres un petit peu plus gros. Et ici, je vous montre 2 objets, 2 détecteurs. Un aux États-Unis qui s'appelle Minos, qui était dans une mine qui s'appelle Soudan, dans le Minnesota, où il y avait 5400 tonnes de fer pour faire la matière dans laquelle interagissent les neutrinos. Et à droite, vous avez une autre expérience européenne qui s'appelle Opera, qui était installée au tunnel du Grand Sasso, dans le laboratoire souterrain du Grand Sasso, avec 1300 tonnes de plomb. Donc ces éléments vont permettre justement à des neutrinos d'interagir. Mais comme vous savez, même ça, ce n'est pas beaucoup de matière. Ce qui est assez clé dans ces expériences, c'est d'avoir une source intense, énormément de neutrinos sur beaucoup de matériaux. Donc ça, c'est un type de détecteur. C'est des matériaux passifs très lourds, avec des systèmes de détection type électronique derrière, et on va pouvoir suivre le passage de la particule à l'intérieur. Il existe en fait d'autres approches, d'autres technologies qui ont été extrêmement importantes et fondamentales dans les découvertes avec les neutrinos. Et ici, vous voyez un autre type de détecteur qui s'appelle des détecteurs à eau Cherenkov. Donc l'effet Cherenkov, je vous en parle juste dans la diapo suivante. Et là, vous imaginez un gros cylindre ou une grande piscine de 40 mètres de diamètre et 40 mètres de profond, dans laquelle d'ailleurs vous pouvez faire un peu de bateau là. Vous voyez là, il y a un petit bateau, un petit radeau avec 2 personnages. Ils sont en train de remplir la cuve et ils sont en train de nettoyer tous les photodétecteurs qui sont autour. Donc les personnages, ils sont petits et le détecteur, il est immense. Donc il y a 50 000 tonnes d'eau. On a d'autres types de détecteurs dans lesquels on utilise d'autres liquides qui sont de l'eau lourde. Alors l'eau lourde a l'avantage qu'il y a un neutron dans le noyau. Alors je ne vais pas expliquer pourquoi ici, mais ça a aussi permis de pouvoir caractériser un certain nombre d'interactions. Et on avait un détecteur installé au Canada qui s'appelait SNOW, et qui, grâce à l'eau lourde, 1000 tonnes d'eau lourde, a pu faire des découvertes assez importantes au niveau des neutrinos, et ça je le montrerai tout à l'heure. On a un autre détecteur qui aussi est une sphère acrylique dans laquelle on met du liquide, avec un élément scintillant qui est le pseudocumène, 300 tonnes, et ce détecteur s'appelle Borexino. À savoir que tous ces détecteurs, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vont
des particules vont rentrer dans le détecteur, vont perturber le milieu et émettre de la lumière. Et l'idée, c'est qu'on met beaucoup de photocapteurs, de capteurs de lumière tout autour pour essayer de voir cette lumière. Et au moment où on voit la lumière, c'est qu'on sait qu'il y a une particule qui est passée. Et selon la géométrie du détecteur et le processus, on sait même dire d'où elle vient et quelle est son énergie. Et ça, c'est grâce à un effet qu'on appelle un effet Cherenkov, où si je vous illustre ça de cette manière suivante, en haut à gauche, vous imaginez une particule qui rentre dans le détecteur, il va interagir, va produire une particule chargée, et cette particule il va voyager avec une certaine vitesse dans l'eau, et si cette vitesse est supérieure à la vitesse de la lumière dans l'eau, parce que la vitesse de la lumière dans l'eau, c'est pas 300 000 km par seconde, c'est moins, et si cette particule, elle arrive avec une vitesse plus élevée, elle va faire un onde de choc équivalent à ce qu'on a quand on passe, par exemple, un avion va passer le mur du son, il va y avoir une onde de choc, et dans cette onde équivalente de choc, il va y avoir émission de lumière selon un cône, et si après ce cône de lumière tape un plan, et ben ça va faire comme un cercle, et on va détecter un cercle de lumière sur les photodétecteurs, et on voit sur la droite justement des cercles qui ont été mesurés au passage d'un muon en haut et au passage d'un électron, et on sait les différencier et dire d'ailleurs quel type d'objet c'est. Ça, c'est vraiment très riche et très, très informatif. Alors évidemment, les gros détecteurs, je vous ai montré de plus en plus gros volume, ce n'est pas suffisant. On est allé encore plus loin. Et ça, on est allé vers beaucoup plus volumineux, en utilisant cette fois le milieu naturel comme cible et système de détection. Et c'est ce qu'on appelle les télescopes à neutrinos. Ils ont pour objectif d'essayer de détecter des neutrinos qui viendraient de l'univers, les neutrinos cosmologiques ou astrophysiques, qui viendraient par exemple de phénomènes très violents qu'il y a dans l'univers. Et alors pour ça, l'idée, c'était au lieu de construire une piscine, d'utiliser en fait des piscines existantes, donc ou l'océan gelé, ou comme ici en Antarctique, c'est ça, on a la glace qui s'est accumulée sur le sol de l'Antarctique, et on a plusieurs milliers de mètres de glace sur la terre de l'Antarctique. Et le principe était de pouvoir instrumenter la glace, donc introduire ce que je vous ai dit, des détecteurs de lumière dans des puits à des distances bien comprises, de sorte qu'une particule, quand elle arrive dans la glace, elle va générer ce cône de lumière Cherenkov, et tous ces petits détecteurs autour de lumière vont le voir, et on va reconstruire tranquillement. Alors juste pour vous donner la taille, vous voyez ici une image. Dans la glace, ils ont réussi à équiper 1 km3, donc 1 km par 1 km par 1 km, le volume de la glace avec des photodétecteurs. Et juste pour représenter la dimension, les détecteurs, ils vont jusqu'en bas, jusqu'à la couche de roche à 2600 mètres en dessous de la surface. Donc vous voyez là, ça c'est le site. Vous voyez la piste d'atterrissage, quand il ne fait pas trop mauvais, ils peuvent atterrir encore. Là-dessous, là, ils ont creusé des lignes et ils en ont fait un certain nombre. Vous voyez ici la taille de la tour Eiffel, 300 mètres. Donc ils ont pu construire ce système-là, et vous allez voir tout à l'heure des résultats qui ont été obtenus avec ces détecteurs-là. Et la même chose s'est fait dans la mer, et on a un projet en France qui a été développé en Méditerranée, au large de Toulon. Il y a une fosse marine là, qui fait 2500 mètres de profond, dans lesquelles il y a eu aussi des lignes de photodétecteurs qui ont été introduites dans l'eau de plusieurs centaines de mètres. Et en les disposant d'une certaine manière, ils ont pu effectivement observer des neutrinos atmosphériques ou des neutrinos qui ont généré de la lumière dans l'eau de la mer. Donc vous voyez, on n'arrête pas d'avoir des idées et de trouver des moyens de capter ces neutrinos difficiles à attraper. Donc la traque n'est pas simple, mais les neutrinos en fait sont des messagers de très grande valeur, comme je vais pouvoir vous le dire après. Donc une fois qu'on les a découverts, qu'on sait comment construire des détecteurs qui permettent de mesurer même leurs propriétés, c'est là le chapitre intéressant, c'est l'étude des propriétés des neutrinos. Parce qu'on sait qu'ils existent, mais on en connaît finalement peu d'informations sur leurs propriétés. Là, je vous avais un petit schéma où vous avez sur votre gauche ce que j'appelle le neutrino. Je n'ai pas parlé de l'existence de l'antineutrino, sachant que c'est une particule d'antimatière. Vous savez qu'on parle de matière, d'antimatière. Globalement, la seule chose que vous pouvez retenir, c'est que la différence entre une particule de matière et la particule d'antimatière, c'est sa charge électrique. Donc c'est l'électron qui a une charge négative dans la matière ordinaire. En antimatière, aurait une charge positive. Voilà. Donc, par contre, il ne faudrait pas les approcher l'un à l'autre, parce que ça disparaît d'un coup. Annihilation. Donc voilà. Donc le neutrino, il a une particularité, il a une charge, il n'a pas de charge électrique. Donc maintenant, la question peut se poser, c'est quoi l'antineutrino ? Donc on en viendra à la discussion tout à l'heure. Donc le neutrino a été étudié, et au fur et à mesure de ces études, il y a une série d'anomalies qui ont été observées, et grâce à ces anomalies,
une théorie a pu être construite, a pu être prouvée, et après on est certain de ce qui se passe. Et je vous montre comment. Donc les faits expérimentaux, la première chose qui a été faite, c'est l'observation des neutrinos qui venaient du Soleil. Donc une expérience a été montée dans les années fin 60, début 70, au fond d'une mine, pour observer les neutrinos du Soleil. Ce qui a été observé, c'est la chose suivante. C'est que le taux de neutrinos, vous voyez un graphe ici, vous avez un tas de petits points bleus, et ça, c'est des mesures qui ont été faites entre 1970 sur la gauche du graphique jusqu'en 1995 du taux de neutrinos de type Soleil. Et ce qui a été observé, c'est qu'ils sont loin de la ligne rouge que vous voyez en haut. Et la ligne rouge représente ce que le modèle du Soleil nous prédit. Parce qu'on sait le Soleil comment il produit une certaine quantité de chaleur, il a une certaine quantité de lumière, et là on est capable de le traduire après par nombre de phénomènes de fusion, et on devrait avoir un certain nombre de neutrinos qui proviennent de ces phénomènes. Et là c'est clair qu'il en manque beaucoup, on n'en observe que 30%. Donc ça, et en plus c'est quelque chose qui a duré longtemps. Ce déficit a été confirmé de nombreuses expériences, et la question qui a longtemps été en suspens, et ça a duré une bonne trentaine d'années, c'est que deviennent ces neutrinos du Soleil. Une autre énigme a été celle des neutrinos atmosphériques, et là il y a cette expérience que vous avez vue, la grande piscine de 40 mètres de diamètre, l'expérience Super Kamiokande, en 1998, a montré clairement la diminution du nombre de neutrinos observés qui étaient créés dans l'atmosphère en fonction de l'angle de visée. Et ça correspond à la distance parcourue par les neutrinos. Donc en fait, il montrait qu'il y avait une diminution au fur et à mesure que le neutrino avait à voyager plus loin. Donc ça, c'était des éléments additionnels et qui rajoutaient aussi une part d'énigme. Qu'est-ce qui se passait à ces neutrinos? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces neutrinos? Alors en fait, ça a mis en valeur, et il y a eu des idées derrière qui sont arrivées au niveau théorique, qui est d'introduire une propriété étonnante qui est de transformer les neutrinos. C'est-à-dire qu'un neutrino de type celui du Soleil, c'est le neutrino électron par exemple, au cours de son voyage vers la Terre, a évolué, s'est transformé en autre chose. Et l'idée là maintenant, on introduit le phénomène d'oscillation dans lequel en fait un neutrino d'une certaine type, de la famille numéro 1 par exemple, au cours de son parcours, va osciller entre devenir un neutrino de la famille 2, puis revenir un neutrino de famille 1, etc. Et ça avait l'air de bien coller avec les neutrinos atmosphériques, qui, comme je l'ai dit, en fonction de la longueur, semblait montrer cet aspect-là. Alors c'est un phénomène de physique de mécanique quantique qui est lié au fait qu'un neutrino d'un certain type est en fait une combinaison linéaire, alors là je vous d'états propres de masse, et chaque état propre de masse a un comportement en fonction de son parcours qui est différent. Donc si on voit par exemple un objet qui a deux composants qui, au cours de son voyage, modifie la quantité de ces deux composants, mais à un moment donné, on va se retrouver avec une combinaison qui correspond à l'autre type de neutrino. Voilà, ça c'est surtout ce qui est derrière ce principe. Alors ce qui est plus joli, c'est d'essayer de voir si on mesure vraiment cette espèce de forme sinusoïdale. Et ben, je vous montre deux distributions, ou deux mesures qui ont été faites, et qui ont donné qui ont montré clairement l'existence de ce comportement. Ça, c'est une distribution où on voit en fonction du parcours, de la distance, la quantité de neutrinos qui interagissaient dans le détecteur. Et là, ça a été fait en utilisant tous les réacteurs nucléaires du Japon. Le détecteur était assez central, et ils ont pu, avant qu'il y ait Fukushima d'ailleurs, parce que depuis, il n'y a plus de réacteurs qui fonctionnent, donc la mesure n'aurait pas pu être faite, et ils ont bien pu observer cette dépendance-là, et la preuve qu'il y avait un phénomène dit oscillatoire. Et de même, Super Kamiokande, donc le détecteur avec l'eau, a bien montré au cours la forme qui correspond en tout cas à un premier minimum. Et plus tard, on aura des mesures qui seront plus précises dans d'autres types de projets sur lesquels on est sûr qu'il y a une remontée et une redescente. Alors évidemment, les oscillations de neutrinos, c'était quelque chose qui a mérité le prix Nobel de physique de l'année dernière, si vous vous souvenez probablement dans les médias, pour cette découverte qui implique une propriété extrêmement importante pour les neutrinos, c'est que les neutrinos sont massifs. Au départ, dans le modèle standard des physique des particules qui décrit les interactions et les particules, les neutrinos étaient considérés comme masse nulle. Ça rentrait très bien dans le modèle, ça calait tout parfaitement. Mais en fait, non, ils ne peuvent pas parce qu'on voit ce phénomène-là. Donc les prix Nobel a été répartis entre deux personnes qui ont été des leaders dans deux projets. Un qui est le neutrino, l'expérience NO au Canada, qui observait les neutrinos solaires avec l'eau lourde, si vous vous souvenez de ça. Ils ont prouvé que les neutrinos se transformaient vraiment vers d'autres saveurs. Et Super Kamiokande pour la disparition en suivant un mécanisme d'oscillation. Voilà. Donc,
une chose importante, on parle là maintenant que d'observation de disparition. Et on ne parle pas d'apparition. Parce que maintenant on sait qu'ils oscillent et qu'ils transforment peut-être dans un autre saveur ou famille, ça serait peut-être bien de voir si c'est vrai qu'on voit l'autre saveur ou l'autre famille. Et là, dans les années 2010-2011, il y a eu 2 expériences qui ont pu mettre en évidence effectivement l'apparition des saveurs. Et c'est une expérience qui s'appelle Opera, qui regardait des neutrinos qui étaient de la 2e famille, qui étaient produits au CERN, et qui ont voyagé 730 km sous la Terre, dans la croûte terrestre, et qui sont ressortis au bout de ces 130 km dans le tunnel du Grand Sasso, là où il y a un laboratoire souterrain. On a mis un détecteur avec ses 1300 tonnes de plomb, et on a pu observer effectivement des événements dont toutes les caractéristiques correspondaient uniquement à la 3e famille. Donc ça, c'était une preuve directe. Et 1 an plus tard, on a une expérience au Japon qui, elle, a regardé un faisceau de neutrinos de la 2e famille, mais cette fois, ils ont cherché à regarder l'apparition de neutrinos de la 1re famille. Donc vous voyez, celui de la 2e famille est capable de se transformer à la fois dans la 3e et aussi dans la 1re famille. Et cette expérience qui s'appelle T2K au Japon, c'est un faisceau qui part d'un endroit qui s'appelle Tokai et qui vise directement à travers la Terre, toujours. Les neutrinos interagissent en peu, on n'a pas besoin de construire un tube. Ça passe, une bonne partie passe dans la Terre et un grand nombre arrive au détecteur. Et là, le détecteur, c'était encore une fois Super Kamiokande. Ce détecteur, il est remarquable, il a fait énormément dans la physique de neutrinos. Alors là, je vous ai peut-être beaucoup mélangé ou autre, mais je me suis dit peut-être c'est peut-être un peu risqué, mais je vais essayer peut-être ça. Ça vous tente un peu de théorie derrière ? C'est pas sûr que ce soit la meilleure chose, mais on va essayer. Mais vous allez vous rendre compte que je ne vais pas pouvoir donner des détails. Tout ce qui est lié à ce phénomène dit d'oscillation est rattaché à une matrice. Une matrice en mathématiques. Vous voyez, quelque chose qui relie un vecteur à un autre, par exemple. Ça, je peux vous dire ça comme ça. Donc, on a une matrice qu'on appelle MNSP, c'est pas très joli, mais c'est en fait les initiales de ces 4 physiciens qui ont travaillé sur ce projet, sur ce sujet, je veux dire, et qui a cette matrice MNSP qui est représentée par la lettre U, qui relie ces états dits de saveur qui sont électrons, muons, taux, à des états internes qui sont les fameux états propres de masse que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Donc voilà, ça devient un peu ardu. Donc si on dérive un peu, pas dérive, mais on représente de manière symbolique, et ben voilà, ça donne ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a quelques paramètres dedans, qui sont très importants d'ailleurs. Et grâce à cette matrice, si on développe un petit peu, on arrive à construire la probabilité de transformation d'une saveur vers une autre. Et là, on est content parce qu'après, on va vérifier si ça colle avec la théorie. Et en fait, je peux vous dire que le cas théorique a été conforté depuis près de 15 ans avec ce principe-là. Bon, je ne sais pas si vous avoir convaincu, mais au fait, ce n'est pas si simple à expliquer. Donc, je pense qu'eux aussi n'ont pas l'air convaincus finalement. Quand j'ai vu leur tête, je me suis dit que je retourne à l'expérience. Mais cette matrice d'oscillation est extrêmement importante. La matrice MNSP gouverne tout. Donc, malgré les succès récents, on a encore de nombreuses questions à investiguer. Entre autres, une chose toute banale, une particule, c'est un objet, et on se dit bien, quelle est sa masse ? Eh bien, personne ne peut répondre aujourd'hui. On ne connaît pas la masse. Après, on avait 3 neutrinos de masse, mais on ne sait pas les ordonner non plus. Ça, c'est notre problématique, qui va d'ailleurs être le chapitre de plusieurs projets qui démarreront dans quelques années, sur à peu près 10 ans de temps. Notre question, et ça j'en ai déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, on sait que les neutrinos ont une charge électrique nulle, donc pas de charge électrique, donc on a cette ambiguïté entre neutrinos, antineutrinos, antimatière, matière. Est-ce que c'est les mêmes objets ? On n'a pas à parler d'antineutrinos ou pas ? Ça, c'est une question très très fondamentale derrière ça. Et est-ce que les antineutrinos, s'ils existent, oscillent de la même manière que les neutrinos ? Ça, c'est une question aussi très importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sinon, si ce n'est pas vrai, en fait, ça va indiquer l'existence d'une violation d'une symétrie fondamentale, qu'on appelle CP. Bon, ça ne donnera pas trop de choses comme information, mais c'est conjugaison de charge et parité, et qui, si c'est prouvé, pourrait être un ingrédient important pour alimenter ce qui expliquerait l'origine de la symétrie matière-antimatière dans l'univers. Parce que notre univers est dominé par la matière, ça c'est clair, net. Il n'y a que de la matière, mais au début de l'univers, il y avait un équilibre entre matière et antimatière, mais il y a eu un mécanisme qui s'est passé, de quelque chose qui s'est passé, qui a fait disparaître carrément toute l'antimatière. Donc, l'idée derrière, ça va être ça qui va amener les grands projets du futur. C'est comment montrer que les antineutrinos oscillent comme les neutrinos. Donc là, vous imaginez en haut, la ligne de droite d'en haut, c'est des neutrinos. Vous en avez un certain nombre. Là, les oranges, c'est la 2e famille.
Les jaunes, c'est la première famille. J'aurais peut-être dû commencer comme ça avec les couleurs. Ça aurait été intéressant. Donc on a une expérience qui, à une certaine distance, regarde le nombre de fois qu'il y a des jaunes qui sont apparus. Donc si maintenant on a une expérience où on sait produire l'antineutrino de la deuxième famille, donc c'est les orange clair à gauche, et on cherche à regarder combien il y en a d'antineutrinos jaunes qui sont apparus. Alors si c'est égal, bah, on sait qu'ils se comportent de la même manière, neutrino, antineutrino, donc on n'est pas très avancé. Mais par contre, il y a quelques indications actuellement qui nous montrent que peut-être qu'il y a une différence. Il y a des expériences comme celle du Japon tout à l'heure, j'ai mentionné T2K, où ils commencent à regarder ça et ils voient une petite différence. Elle n'est pas encore très significative. Et ça nous amène à un grand programme dans les années à venir qui utilise des faisceaux de particules. Donc juste pour vous lister ou donner une information, on a ce projet justement de T2K au Japon. Là, vous imaginez le faisceau qui est de la côte est au Japon qui vise vers la côte ouest, dans lequel, à travers la Terre, les neutrinos voyagent 295 km. Et ils vont augmenter l'intensité de leur faisceau pour être capables de mesurer avec plus grande précision justement le comportement de l'antineutrino par rapport au neutrino. Aux États-Unis, vous avez un projet similaire. Bon, il est un petit peu plus ambitieux, je dirais, au niveau de la distance. On ne parle pas de 295 km, on parle de 800 km. C'est un peu à l'échelle de l'État américain aussi, hein, du pays. Vous avez un faisceau qui part près de Chicago et qui va tirer vers le nord-ouest, dans le Minnesota, à 800 km de distance. Et on avait un gros détecteur rempli de liquide, encore une fois, de 14 000 tonnes. Et dans ce détecteur, vous avez en bas à gauche une image où vous voyez justement une interaction du neutrino, où vous voyez beaucoup de petites taches côté gauche. Vous ne voyez pas très bien hein, sur l'écran. Et une grande trace qui correspond en fait à l'identification d'un muon, qui signe bien le neutrino de type muon d'ailleurs. Et eux aussi ont comme idée de nous avancer dans les résultats sur l'oscillation antineutrino comparée à l'oscillation neutrino. Ça, c'est des projets, mais je vous ai mis des dates, c'est pour aller jusqu'en 2024. Ils ont des détecteurs pas encore assez gros, et la puissance de l'accélérateur n'est pas suffisante pour fournir assez de neutrinos pour prouver ce phénomène très rare qui serait l'asymétrie neutrino-antineutrino. Donc là, on doit aller à une échelle plus élevée. On parle de projets, des futurs projets encore plus gigantesques qui ne démarreraient pas avant 2026, dont un aux États-Unis qui est d'utiliser cette fois un faisceau qui partirait de Chicago, encore une fois, mais à 1300 km de distance, taperait sur un détecteur constitué de 4 volumes égaux à 40 000 tonnes d'argon liquide. 40 000 tonnes d'argon liquide. À instrumenter, c'est quand même pas une mince affaire. Et au Japon, vous avez une reprise du même type de projet que le précédent, mais 50 kilotonnes, c'est pas suffisant. L'idée, c'est d'aller à 10 fois plus, 520 kilotonnes, 520 000 tonnes d'eau pour faire cette physique-là, qui va être riche parce qu'elle n'apportera pas que de l'information sur les propriétés de neutrinos à travers les faisceaux, mais aussi va étudier les phénomènes astrophysiques liés aux neutrinos, comme l'explosion des supernovas, les formations des étoiles au début de l'univers, l'étude des processus de fusion dans les étoiles, etc. Donc c'est un programme scientifique très riche. Hein. Il ne s'arrête pas juste à l'étude des neutrinos, parce qu'il y a un autre volet qui s'appelle la désintégration du proton, qui est quelque chose qui est cherché depuis très 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 longtemps, parce que certaines théories de grande unification prédisent un certain taux de désintégration du proton, par chance très faible, hein, parce que sinon il n'y aurait aucune raison qu'on soit là à en discuter. Mais à partir du moment qu'on arrive à déterminer s'il y en a à une certaine échelle d'énergie, on a mis le doigt sur une théorie qui pourrait être très globale. Alors, les neutrinos, on ne les produit pas seulement auprès des accélérateurs, comme j'avais dit, on a aussi les réacteurs. Là, vous avez une photo d'une centrale française qui est dans les Ardennes, qui se trouve à Chaux. Et sur ce site, le principe a été d'installer 2 détecteurs, un à 1 km, celui de droite, que vous voyez sur la photo, et un à peu près à une centaine de mètres des cœurs du réacteur. Les cœurs de réacteur, c'est les petits cylindres là, que vous voyez. Là, ça, c'est les cœurs ici. Hop, là et là. Donc, l'idée, c'est de mesurer à 2 endroits différents la quantité de neutrinos qui proviennent du réacteur. Et comparer. Et voir s'il y a un déficit justement de neutrinos dans le détecteur le plus lointain par rapport au détecteur le plus proche. En prenant des détecteurs identiques, c'est quelque chose qui devrait être relativement rapide et facile à faire, mais c'est loin d'être le cas, parce que maintenant on parle de physique de précision, et la physique du réacteur n'est pas non plus une physique facile à comprendre. Mais depuis, mettons, 5-6 ans, on a des résultats extrêmement importants qui viennent de ces projets de réacteurs à 2 détecteurs. Il y en a 3 dans le monde. Il y a Double Chaux dans les Ardennes, en France, qui a été précurseur dans ce type d'expérience. On a en Chine une expérience qui s'appelle Daya Bay, et on a en Corée du Sud, on a aussi une expérience qui s'appelle Reno. Et ces 3 expériences ont clairement démontré la disparition des antineutrinos du réacteur lorsqu'on était à des distances de l'ordre de 1 km.
Et ben, cela est extrêmement important. Si vous vous souvenez de la matrice sur laquelle j'ai rien dit, il y a quelques paramètres dedans, et il y avait un des paramètres qui était un angle de mélange qui n'avait jamais été mesuré jusqu'à présent et qui était le dernier à connaître. Et c'est grâce à ces mesures de réacteurs qu'on a pu mettre le doigt sur la valeur de cet angle de mélange. Voilà. Donc les réacteurs ont d'autres intérêts. Il existe encore des anomalies. On a parlé des disparitions des neutrinos solaires, des neutrinos atmosphériques au cours du temps. Et là, on sait qu'il existe encore quelques anomalies qui ne sont pas bien comprises avec des neutrinos de réacteurs. Et les gens sont en train de réfléchir et d'imaginer que c'est peut-être un signal d'un quatrième type de neutrino, qui n'est pas un neutrino standard, mais peut-être un neutrino qui se comporte autrement, et qui s'appelle neutrino stérile. Bon, déjà, stérile, c'est pas très bien bon, parce que ça fait pas grand-chose, visiblement. Et du coup, ça rend les choses assez compliquées. Et le principe de détection est le même que celui que j'ai mentionné auparavant. On prend 2 détecteurs, mais cette fois, on ne les met pas à 1 km ou à 300 mètres. On les colle très proche du cœur du réacteur, parce que s'il existe ce neutrino stérile, il devrait être en train d'osciller sur des longueurs de 10 mètres. Donc là, ça devient un petit peu plus délicat. Je vous en parle parce qu'ici, pas loin d'ici, dans notre région, on a un de ces projets, un de ces 8 projets dans le monde, qui s'appelle Stéréo, qui prend place à côté du réacteur de l'ILL, l'Institut Loulangevin, à Grenoble. Et ce détecteur a commencé à prendre des données il y a 1 mois, en fait, et est en cours de prise de données. Et on a bon espoir d'avoir des résultats d'ici l'année prochaine, et peut-être même quelque chose de très important. Donc là, je vous ai parlé des propriétés des neutrinos, je vous ai probablement noyé dans beaucoup d'informations, on pourra en discuter tout à l'heure. Il y a un dernier aspect avant de conclure, j'aimerais mentionner, c'est que le neutrino sert aussi, même si on ne le connaît pas parfaitement bien, de sonde. De sonde, ça veut dire de pouvoir comprendre ce qui se passe ailleurs, parce qu'il est produit. Alors, une des sondes qui est extrêmement intéressante, c'est une sonde astrophysique. Parce que le neutrino, qui est une particule neutre, stable à part sa phénomène d'oscillation, faiblement interagissante, qu'est-ce que c'est des avantages par rapport à des gammas ou des protons qui voyagent dans l'univers? Parce qu'en fait, ils ne sont pas absorbés par les fonds diffus, ils ne sont pas absorbés par la matière et ne sont pas déviés par les champs magnétiques qui sont présents partout dans l'univers. Et donc, du coup, ça donne accès, quand on les observe, à des distances cosmologiques extrêmement importantes. Enfin, à des distances cosmologiques, donc extrêmement élevées. Et aussi à des environnements très denses, parce que ça les traverse, comme par exemple les explosions de supernovas. Les neutrinos, ils arrivent en premier. La lumière, elle vient très tard après. Ça dépend de la distance de la supernova, mais si on reste dans la galaxie, c'est quand même assez longtemps. Et au-delà, c'est encore plus long. Et on peut faire une astronomie à travers aussi une gamme d'énergie très très importante. Et en fait, de plus en plus, on peut imaginer que l'observation du neutrino, si on a des bons télescopes à neutrinos, maintenant on parle de télescopes, un peu comme on a pour observer les planètes ou les étoiles, mais pour les neutrinos, on pourrait très bien voir s'il y a des corrélations quand on observe quelque chose avec des phénomènes astronomiques, donc visuels, mais aussi avec les ondes gravitationnelles. Parce qu'il y a des grands mécanismes, comment on appelle ça, des grandes explosions ou des grands phénomènes violents qui se passent dans l'univers, dans lesquels il y a distorsion de l'espace-temps, on a les ondes gravitationnelles, et du coup, il peut y avoir aussi en même temps des phénomènes de production de neutrinos. Donc tout ça peut être intéressant à mettre ensemble. Donc ces fameux neutrinos cosmologiques ont été très difficiles à mettre en avant, et surtout à montrer l'existence. Et là, je vous parle d'un des projets. Vous avez vu tout à l'heure le projet IceCube, je n'ai pas donné le nom d'ailleurs, j'ai oublié, qui était en Antarctique, qui est un de ces 2 télescopes à neutrinos qui existent. Celui-là est dans l'hémisphère sud, Antares, et lui était dans l'hémisphère nord. Vous voyez ici le laboratoire de surface, et vous avez une petite animation que je vais essayer de mettre en route, j'espère que ça va bien se passer. Où à gauche, vous imaginez là un petit point rouge, qui ne se voit pas, j'imagine, voilà, un petit point, et qui est un neutrino, qui va taper dans un noyau, de la roche autour, de l'eau, et donc en tapant dans ça, il va émettre une particule chargée, ça peut être un muon par exemple, qui lui va traverser la glace, et qu'est-ce qui se passe en traversant la glace ou l'eau? Qu'est-ce qui se passe normalement? Il va émettre de la lumière, par effet de Cherenkov, et là regardez, c'est ce qui va se passer. Top, le cône de lumière bleu, et il va envoyer de la lumière sur un certain nombre de photodétecteurs, l'information va remonter en surface, et qu'est-ce qui a été vu il y a quelques années? Il y était vu la chose suivante. Voilà. Vous avez ici une représentation de ce qui était sous la glace. Chaque petite boule de couleur est en fait un photodétecteur. La quantité de lumière, c'est la taille de la boule, et la couleur représente le temps d'arrivée. Et grâce à ça, on a pu être capable de mesurer et de voir 2 événements de neutrinos extrêmement énergétiques. Là, on parle d'énergie. Alors, les échelles d'énergie, on n'en a pas parlé. Mais voyez PEV ici. PEV, si vous avez entendu parler du LHC,
Un PeV, c'est 1000 fois l'énergie du collisionneur est lâchée. D'accord? Donc ça, c'est pour vous dire, c'est extrêmement énergétique, on ne peut pas les produire en laboratoire. Et ces neutrinos venaient du cosmos. Et ça, c'était... Vous voyez aussi, il y a des petits personnages qui sont les personnages des Muppet Show. Parce que comme ils en avaient que deux, ils s'étaient dit, bah, on n'aura peut-être pas beaucoup, il peut peut-être énumérer ça. Donc il y a Bert et Ernie, mais maintenant, ils en ont beaucoup plus. Et en fait, ils ont analysé beaucoup plus finement. Et ils ont remarqué, ils ont observé en fait à peu près une cinquantaine d'événements qui sont nés en dehors du système solaire et qui ont été piégés par ce détecteur d'Antarctique. Et ici, sur votre droite, en bas, vous voyez en fait la carte du ciel qui représente la position, la localisation à peu près de pointage de ces événements-là. Vous voyez, ces détecteurs, ils ont quand même des performances importantes. Alors, ça veut dire que le neutrino, là, il ne nous sert pas pour en étudier les caractéristiques, mais vraiment pour essayer de comprendre, est-ce qu'il y a eu une explosion quelque part? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un phénomène violent quelque part? C'est une sonde. Alors, il y a une deuxième sonde qui, je trouve importante et intéressante, c'est une sonde qui concerne les géoneutrinos. Les géoneutrinos, c'est ceux qui sont produits par la radioactivité des éléments qui se trouvent dans la Terre, dans le manteau et la croûte terrestre. On a le thorium, le potassium et l'uranium qui vont émettre des neutrinos de relativement faible énergie, très faible énergie. Et là, vous voyez une map monde, une simulation de justement la quantité de ces neutrinos qui sont émis par la croûte terrestre plus le manteau terrestre. Bon, vous voyez que tout se trouve sur les plaques continentales essentiellement, hein, parce que la mer, évidemment, vous avez une absorption importante et vous avez pas la croûte terrestre à ce niveau-là. Alors, je ne vais pas parler du nombre d'unités là qui étaient énues, mais ça, je laisserai pour plus tard. Simplement, des grosses difficultés de mesurer ces neutrinos, c'est de pouvoir s'affranchir des neutrinos que l'on produit nous-mêmes. Et les pires, c'est ceux des réacteurs nucléaires. Et ici, vous avez une carte qui représente la localisation des neutrinos qui vont en fait contaminer complètement le signal possible de ces géoneutrinos. Et on repère très facilement la France. Ouais, je pense que ça, c'est une belle tâche. On a la côte est américaine et on a aussi encore quelques réacteurs du côté Corée et Japon. Alors, l'idée, évidemment, c'est pas évident, c'est d'éviter d'être noyé par ces antineutrinos. Donc, l'objectif de cette étude aussi, c'est de comprendre la contribution de la radioactivité au flux total de la chaleur de la surface de la Terre. Ça permet de comprendre quels sont les éléments qui sont dans la Terre et qui vont pouvoir nous amener à comprendre même la formation de la Terre. Et il y a beaucoup de choses qui dépendent aussi de, par exemple, des météorites qui ont atteint la Terre et de tout ce qui s'est passé au début de la formation de la Terre. Et aussi de tester les modèles géochimiques et sa composition. Donc pour les détecter, la meilleure façon, c'est toujours être gros détecteur, on est d'accord, mais loin des réacteurs, très profond, et utiliser des matériaux que l'on appelle très radiopurs, parce qu'en fait c'est très facile, tout autour de nous est radioactif, et comme vous voyez le spectre en bas à droite représente exactement ce que l'on cherche. Vous voyez la petite tache rouge, enfin non, la petite distribution rouge, et ben c'est ce qu'on cherche au-dessus de la distribution qui a une drôle de couleur, qui vient des réacteurs. Donc c'est quelque chose de assez difficile à mesurer, parce qu'on est fortement contaminé, et il n'y en a pas beaucoup, et c'est à des énergies très faibles. Donc 2 projets l'ont fait, c'est Camland au Japon, qui a aussi regardé tous les neutrinos de tous les réacteurs qui avaient vu la première oscillation. Donc maintenant ils sont contents parce que les réacteurs sont éteints, donc ils ont fait leurs mesures, parfait, ils sont éteints, donc ils peuvent s'attaquer aux géoneutrinos, et là ils ont obtenu de très bons résultats. Et on a Borexino en Italie aussi, qui est un détecteur extrêmement pur en radioactivité, et les premières mesures de ces flux de géoneutrinos, même si les statistiques sont très faibles, prouvent bien qu'il y a une part importante de la chaleur totale qui est due à cette radioactivité du thorium et l'uranium. Savoir que la Terre émet à peu près l'équivalent de 47 terawatts de chaleur. Voilà, donc j'en arrive aux conclusions. Je pense que je suis un peu hors temps, mais de pas trop, j'espère. On a vu le neutrino, finalement, c'est une particule élémentaire qui est en fait très compliquée. J'ai dit un peu, mais finalement assez compliquée à attraper, mais qui offre un défi expérimental et théorique depuis près de 90 ans. Oui, 1930, je ne me trompe pas, oui, c'est 85, possède des caractéristiques propices à de la nouvelle physique, et ça, on n'en a pas parlé, mais les oscillations de neutrinos et le fait que la masse des neutrinos est non nulle est un aspect de nouvelle physique qui sort du cadre du modèle standard. C'est une sonde unique de la Terre et de l'univers, comme je l'ai dit, donc ça c'est l'histoire de la changement d'oscillation. Les neutrinos sont partout, mais n'ont pas livré tous leurs secrets, et là je reviens aux questions fondamentales. Là, il suffit de retenir ça pour maintenant, c'est quelle est sa masse? Pourquoi la masse du neutrino est si différente des autres particules qui sont plus lourdes, pas mal plus lourdes? Existe-t-il un lien avec l'asymétrie matière-antimatière baryonique,
donc celles qui ne concernent pas les leptons où les neutrinos font partie. Et dans quel ordre de masse faut-il ranger les neutrinos? Bref, un certain nombre de questions non répondues. Et quelle est sa nature? C'est-à-dire, est-ce que le neutrino est son antiparticule ou pas? Ça, c'est une grande question. Donc, encore de nombreuses questions fondamentales dont les réponses reposent sur la passionnante quête de ces neutrinos et traque de ces particules. Voilà. Donc, merci.